Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de rentrer dans le cercle Giverny. Vous savez, un cercle, ça peut avoir deux significations. Soit on tourne en rond, soit on se concentre et on concentre les énergies. On va beaucoup parler d'énergie dans cette table ronde pour résoudre des problèmes. Donc je pense que le cercle de Giverny, de ce que j'ai compris, était plutôt sur la seconde option. Et donc pour cette table ronde, nous allons essayer de nous pencher sur un sujet assez concret, assez moderne et qui soulève pas mal de débats. Comment réussir l'électrification grâce à l'IA générative. Alors, vous avez rajouté générative, je pense qu'on pourra quand même regarder, l'IA de façon générale. Alors, quelques chiffres qui seront développés par les intervenants qui sont des experts, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas suffisamment, à la fois individuellement et dans nos entreprises, pris conscience de l'impact du numérique. C'est à peu près 5% de la consommation électrique mondiale. Alors il y a débat de savoir qu'est-ce que c'est que l'IA, quel est le bon périmètre de l'IA, mais l'IA connaît depuis l'arrivée notamment de l'IA générative depuis 2022 une croissance exponentielle. On sait que ChatGPT est la technologie qui a été adoptée le plus rapidement, universellement dans le monde, 100 millions d'utilisateurs en moins de 2 mois. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et la multiplication des solutions, des propositions, des modèles fait qu'aujourd'hui, il y a lieu de s'interroger, peut-être de s'inquiéter, et en même temps de se rassurer peut-être, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette table ronde, puisque on est au croisement de deux phénomènes. La croissance des technologies, on en a tous besoin, bien sûr, avec des débats aussi de souveraineté européenne, et on va en parler. Et puis la transition écologique, la transition énergétique, qui est évidemment le sujet aussi du jour et du cercle de Giverny. Et donc ce sujet de l'électrification, et est-ce que finalement aujourd'hui il y a une empreinte trop importante du numérique, est un vrai débat. Alors peut-être pour en parler, puisque finalement comme dans la table ronde précédente, il y a eu un groupe de travail qui a réuni Accenture, représenté par Chantal Joanneau, qui va vous en parler, et par EDF, représenté par Xavier Urssat. On va peut-être écouter les uns et les autres, Xavier et Chantal, nous présenter chacun vos 3 propositions en les contextualisant. Et puis, avec la ministre, que nous sommes ravis d'avoir, je ne sais pas si c'est l'une de vos dernières interventions, mais en tout cas, on est ravis de vous avoir. Oh, c'était facile, mais en tout cas, on est content de vous avoir. Et avec Gilles Vermeaux-Desroches, qui est senior vice-président citoyenneté, donc on parlera aussi du consommateur et du citoyen, de Schneider Electric. Vous avez vu, j'ai bien révisé, et non pas Schneider. On commentera et on prendra quelques questions. Peut-être pour commencer avec vous, peut-être EDF, puisque vous êtes au cœur de l'électrification. Merci beaucoup Philippe, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui au Cercle de Giverny, dont nous suivons les travaux, auxquels nous participons aux travaux depuis des années. Alors effectivement, un petit mot peut-être d'introduction à 2 voix avec Chantal Joanneau sur ce groupe de travail. Et on vous doit toujours à 2 voix une première explication sur le thème. Pourquoi parler d'électrification dans la transition énergétique et pourquoi grâce à l'IA générative? Alors, on a choisi ce groupe de travail, dans lequel d'ailleurs EDF était représenté par Eric Robert, qui est le responsable IA d'EDF, et pas par moi. On a choisi de se centrer sur l'électrification, parce que c'est quand même le premier levier de la transition énergétique. On a aujourd'hui une consommation en énergie finale dans nos pays, en Europe, dans laquelle l'électricité représente, on va dire à peu près 25%. Suivant les pays, ça peut être un petit peu moins, mais on va dire en gros 25%, ce qui veut dire que 75% de l'énergie consommée n'est pas l'électricité, et l'immense majorité de cette énergie consommée est de sources fossiles émettrices de CO2. Et le premier levier, en fait, de la transition énergétique vers une énergie bas carbone, c'est d'électrifier au maximum les usages. Et tout le monde s'accorde à dire qu'une Europe bas carbone en 2050, c'est une Europe dans laquelle il faudra que l'électricité représente plutôt 50%, voire un petit peu plus que 25% de la consommation en énergie finale. Et je pense là aux usages actuels. On aura certainement un débat sur les data centers et la consommation induite par l'IA, sur lesquels il faudra qu'on soit très attentif et faire en sorte que ces data centers s'installent dans des zones dans lesquelles l'électricité est elle-même bas carbone, bien entendu. Mais on a surtout une transformation complète de nos modes de consommation énergétique pour moins consommer et pour proportionnellement consommer plus d'électricité bas carbone que d'énergie d'origine fossile. C'est largement le premier levier de la transition énergétique. Alors, vos propositions. Et d'abord peut-être l'IA. Alors, et pourquoi l'IA là-dedans ? Alors Chantal. Oui, parce que vous nous avez sollicité sur pourquoi l'IA générative. Absolument. Et d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame la ministre. On avait un super groupe de travail et en fait, c'était assez amusant parce qu'on s'est
tous mis d'accord assez vite sur le fait de cibler sur l'IA générative. Alors pourquoi ? Parce que l'IA dans le domaine de l'énergie, ça fait quand même relativement longtemps qu'on l'utilise et ça a été un énorme facteur d'accélération. L'IA générative, là où c'est assez génial, c'est qu'en fait, elle permet la massification de cette transition. Or, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est accélérer et massifier cette transition. Et vous pourriez vous dire, vous avez posé la question de manière extrêmement orientée. Réussir la transition, l'électrification, grâce à l'IA générative. Est-ce que vous avez mis sous le boisseau le fait que c'est quand même un problème ? Non, on ne l'a pas ignoré. Il y a quelques propositions sur ce sujet. Et on va en parler. Mais quand même, il faut remettre les choses dans l'ordre. Quand on regarde les différents rapports, quand on regarde les différentes études, certes, la progression de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre liées à l'IA est majeure. À l'horizon 2030, on a un rapport mondial, grosso modo, c'est x10. Mais quand on met au regard de ça les bénéfices liés à l'utilisation de l'IA générative, en quoi ça peut permettre de faire des économies d'énergie ? Vous prenez juste le rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur ce sujet, c'est un rapport de 1 à 3. Donc l'IA générative, c'est certes un problème, mais c'est un petit problème et c'est une énorme solution. Absolument. Donc c'est pour ça qu'on a voulu effectivement cibler ce sujet. C'est autour de ça qu'on va orienter le débat. Alors peut-être d'abord écoutez vos propositions. On va commencer par vous, Xavier. Voilà, 3 propositions pour moi, 3 propositions pour Chantal. Qui, je crois, vont bien tout ensemble, en fait. Alors, la première proposition, c'est assez naturel dans ce monde dans lequel tout le monde peut avoir légitimement des doutes et dans ce monde dans lequel il y a des questions aussi de transparence, mais de protection des données privées. C'est de concevoir une IA générative de confiance, en fait, pour la transition énergétique, qui répondent en fait à des enjeux de souveraineté, d'éthique, de transparence, qui puissent permettre d'évaluer tous les critères de l'électrification dans le cadre de la transition énergétique, l'impact en réduction des émissions de CO2, les questions de planning, les questions de coût, les questions d'acceptabilité, et qui sachent et qu'on puisse entraîner de fait spécifiquement sur ces questions d'électrification. Il y a une deuxième proposition, c'est de faire de l'IA générative, du coup, une fois qu'on l'a, un outil de prospective environnementale et énergétique pour permettre en fait aux décideurs, et en premier lieu au pouvoir public, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale et territoriale, et je pense que ce deuxième point est extrêmement important, pour qu'ils puissent avoir un outil d'aide à la décision, finalement, pouvoir simuler des scénarios, pouvoir voir quel est l'impact des scénarios, comment ces scénarios se marient bien avec l'acceptabilité, l'industrialisation dans le territoire, les questions de planning, etc. Et donc, au fond, pouvoir construire à l'échelle nationale et surtout aux échelles locales, en fait, des scénarios crédibles d'électrification et de transition énergétique. Ça touche plutôt les décideurs. Et on a une troisième proposition qui est plutôt tournée vers les citoyens, qui est de faire de cette IA, et là, ça répond tout à fait à ce que Chantal vient de nous dire, de faire de cette IA un outil d'aide aux citoyens pour choisir et mieux utiliser ses équipements. Comment il va pouvoir regarder s'il rénove son chauffage, tel ou tel équipement de telle et telle façon, comment ça va modifier ses équilibres économiques, parce que ça restera important, mais comment ça va aussi modifier son impact et l'empreinte environnementale et énergétique qu'il a, et ensuite comment il doit les utiliser au mieux pour justement minimiser cette empreinte. Voilà. Et donc c'est vraiment l'idée d'avoir cette IA transparente et faite dans une logique de confiance qui serve au pouvoir public et qui serve aux citoyens. Merci beaucoup Xavier. Chantal, alors à vous, les 3 propositions suivantes et complémentaires, là encore hyper concrètes et dans cette logique de massification, de mettre la transition à la portée de tout le monde. La première, c'est sur la question des transports, question majeure. Créer un hub national des données de mobilité optimisées par l'IA. Optimisées par l'IA, je devrais dire l'IA générative. Alors vous allez me dire très logiquement, mais on a bien un hub des data de mobilité sur data.gouv.fr. L'idée, c'est de mettre une couche d'IA générative dessus pour pouvoir justement permettre et aux citoyens et aux territoires d'optimiser leur transport. Pour les citoyens, l'essentiel, c'est les transports du quotidien. Par exemple, trajet domicile-travail. L'ADEME nous dit transport optimisé, c'est 15 à 30% d'économie d'énergie, d'économie de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même un énorme enjeu de pouvoir, grâce à cette plateforme, optimiser ces trajets. Idem pour les territoires. Vous concevez demain vos politiques d'implantation, par exemple, des différentes bornes de recharge, de transport. Ce serait un outil absolument formidable et c'est pour ça aussi qu'on propose de mettre en place un fonds d'expérimentation pour rendre accessible cet outil. Deuxième proposition, donc en fait c'est la 5e, pardon.
pour moi, c'est majeur des majeurs, c'est la question de la formation. Former à l'IA générative à tous les niveaux. Au niveau évidemment scolaire, donc intégrer cette formation à une IA générative sobre et l'intégrer dans le fameux passeport PIX que nos enfants ont passé. C'est vachement bien le passeport PIX d'ailleurs. Intégrer cette formation dans les écoles d'ingénieurs et spécialement les écoles qui forment à la transition énergétique. Et troisième point, et pour moi c'est vraiment la majeure, c'est former les salariés. On a tous en tête ces différents chiffres. L'IA générative, c'est 40% grosso modo des tâches qui peuvent être impactées. La moitié automatisée, la moitié transformée par l'IA générative. Dans cette moitié transformée par l'IA générative, il faut que les salariés soient formés à ces nouveaux usages. On dit upskiller, reskiller, pardon. Et ça, c'est vraiment majeur. Or, c'est vraiment le parent pauvre des politiques d'investissement des entreprises. Quand vous regardez les investissements des entreprises dans l'IA générative, elles investissent 3 fois plus dans la technologie que dans la formation de leurs salariés. Donc là, grosse priorité. Désolée, j'insiste dessus, mais ça me tient à cœur. Et puis la dernière proposition, évidemment, c'est la transparence environnementale de l'usage de l'IA. Transparence pour les entreprises, et notamment sur les modèles d'entraînement, puisque c'est 90% de leur empreinte. Donc transparence pour les entreprises, transparence pour les particuliers, à chaque fois que vous utilisez l'IA générative, être conscient de l'empreinte que ça a. On y reviendra dessus parce qu'on présente un rapport cet après-midi sur le sujet avec Marie-Georges. Mais là, on a proposé plusieurs pistes d'action. Pour les data centers, il y a beaucoup de moyens de limiter l'empreinte des data centers qui participent aux politiques de flexibilité, qu'ils optimisent leur fonctionnement en fonction des pics de consommation d'énergie. Donc il y a beaucoup de moyens. On a fait une proposition, je la mets sur la table, je sais qu'elle n'est pas facile, c'est d'étendre le mécanisme d'ajustement des carbone aux frontières, le MACF ou CBAM, MACS, on dit CBAM en fait, et de l'étendre aux data centers les plus consommateurs, les plus émetteurs d'énergie. C'est logique de faire cette proposition. Les modalités opérationnelles, on les confie au gouvernement. Concrètement, c'est pas facile à faire. Si à chaque fois qu'on fait une recherche Google, on va devoir payer une taxe. Je pense que l'état d'esprit lié à la proposition est important. On est conscient de la difficulté technique. Bien. Absolument. Merci à tous les deux, à la fois d'avoir contextualisé effectivement le sujet. On voit qu'il est assez concret. Vos propositions le sont aussi. Alors, vous pouvez poser des questions qui me seront transmises comme tout à l'heure. Donc, on essaiera d'en prendre, bien entendu, quelques-unes. On va maintenant passer au débat. Alors peut-être en se tournant d'abord vers Clara Chapaz, vers la ministre, sur la question centrale qui est posée effectivement sur le numérique qui est aujourd'hui une source de consommation importante d'électricité. Et effectivement, comment faire en sorte que l'IA soit une solution à son propre problème finalement, parce que c'est ça qu'on essaye de résoudre ce matin. Et notamment dans un contexte où la France, ça a été annoncé au sommet IA, tente effectivement de démontrer ce qu'elle peut, effectivement, ça a été dit par Xavier Urssat, qu'avec le nucléaire, elle a un atout à jouer pour avoir des data centers. Donc comment faire en sorte, effectivement, que l'IA permette de réussir aussi notre transition énergétique au travers de cet investissement très important que nous avons à faire pour rattraper notre retard dans le numérique. Merci, et merci beaucoup pour le groupe de travail et toutes les propositions que nous ne tâcherons pas de discuter ici et dans le futur, j'en suis sûre. Alors j'ai bien conscience que être ministre de l'IA dans un panel sur l'impact énergétique de l'IA et devant un public comme celui de Giverny, c'est pas forcément la position la plus populaire parce que tout le monde a bien conscience ici de l'impact énergétique de l'IA. Et puis à ça, on ajoute ce qui se passe lundi et ça donne cette situation sympathique dans laquelle vous mettez, cher Philippe. Il faut surtout remercier Romain Mouton. mais justement, pourquoi je tenais absolument à rester avec vous ce matin? Parce que on est sur un sujet extrêmement important. Et peu importe finalement ce qui se passe lundi, l'enjeu de l'impact énergétique de l'IA et de la puissance de l'IA comme technologie, c'est un enjeu sur lequel nous n'avons pas une semaine à perdre. Pas un mois à perdre, mais pas une semaine à perdre. Parce que tout va extrêmement vite dans l'intelligence artificielle. Et chaque semaine que l'on passe
à convaincre les différents responsables politiques d'essayer de se mettre autour de la table, et c'est vraiment ça aujourd'hui qui nous anime, et ce sur quoi le Premier ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement, de se dire que nous devons travailler collectivement pour faire face aux différents enjeux de notre pays, dont celui de la dette. En fait, on pourrait reprendre exactement la même chose et la même démarche autour d'un sujet comme l'intelligence artificielle, avec tous les défis que pose l'intelligence artificielle, dont celui de l'impact sur notre planète. Et je crois que aujourd'hui, nous sommes responsables politiques, responsables de ne pas perdre une minute parce que le temps n'attend pas, l'impact lui-même n'attend pas, mais surtout la vitesse à laquelle cette technologie se déploie n'attend pas. Et donc, je ne vais pas venir vous dire que l'IA, c'est que formidable. Mais pour autant, pourquoi est-ce qu'on veut avant tout résoudre le problème de dette qu'on a dans ce pays? Pour retrouver un certain nombre de marges de manœuvre. Et notamment pour pouvoir continuer à être à la pointe en intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on me demande souvent, je ne crois pas dans un monde où on se dit juste finalement l'IA c'est trop compliqué, ça pollue, ça va détruire la planète, donc on appuie sur un bouton off et puis on se dit que finalement il ne faut pas faire. Il n'est pas très réaliste. C'est pas très réaliste, et puis je pense qu'on passerait quand même à côté de plein de choses. Donc je suis sûre que cette salle est convaincue. Je pense à tous les chercheurs que je vois régulièrement qui accélèrent la recherche de traitements contre le cancer et qui gagnent des années dans ce qu'ils sont en train de faire. On peut se dire que le jeu en vaut la chandelle et que donc cette complexité de l'impact que l'IA génère sur notre planète, c'est quelque chose sur lequel on doit aussi être capable de travailler tous ensemble. Et donc, retrouver ces marges de manœuvre, ça nous permet déjà de répondre à une première partie du problème. C'est que si, vous l'avez très justement souligné, si on pense que l'IA est une technologie puissante, qui a un impact fondamental sur nous, les humains, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, et qu'on veut peser dans le fait qu'on veut avoir les outils de cette puissance, parce que c'est un enjeu économique, mais aussi parce que c'est un enjeu de comment est-ce qu'on la déploie, dirige cette puissance, et que ça peut nous permettre de répondre à ces problèmes. Et ben, il faut pouvoir continuer à investir, continuer à se créer les conditions qui font que notre pays reste dans la course de l'IA. Aujourd'hui, on est 5e. On est parti en 2018 grâce au président de la République. On a investi notamment dans notre recherche, dans les infrastructures, on y reviendra, dans l'écosystème entrepreneurial qui fait qu'on a des boîtes d'ailleurs qui travaillent sur ces sujets-là de façon très pointue et qui sont plus à la pointe dans le monde entier. Mais il faut pouvoir rester dans la course, et donc il faut retrouver de la marge de manœuvre pour continuer à innover. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en plus, nous avons ici en France l'énergie nucléaire. Je vous apprends rien. Mais donc, quand on regarde tous les chiffres de consommation de l'intelligence artificielle générative, on voit beaucoup de chiffres globaux qui, en fait, sont très portés par l'impact énergétique des États-Unis d'un côté, qui n'est pas très joli, et de la Chine de l'autre, qui s'améliore, mais qui n'est pas non plus complètement là où on est nous. Et un modèle d'IA qui s'entraîne ici en France, il consomme 20 fois moins qu'un modèle qui s'entraîne aux États-Unis et en Chine. Donc rien que sur ce critère-là, il est absolument fondamental qu'on continue à attirer les investissements, les entreprises ici, si on veut pouvoir avoir un vrai poids dans la course à une IA plus durable, Et puis ensuite, parce que le sommet que vous avez rappelé nous a permis donc d'attirer 109 milliards d'euros d'investissement dans des data centers qui vont se faire ici, et c'est une bonne chose pour cet enjeu-là, puis c'est une bonne chose pour notre outil de puissance, et aussi parce que ça nous a permis de rallier à notre cause un certain nombre d'acteurs économiques, de pays, une centaine d'acteurs, de se dire on va faire une coalition pour une IA durable. Alors ça fait mot, je vous l'avoue, je vous le reconnais, un peu diplôme, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous l'impulsion du président de la République, on a des gens qui travaillent sur des choses très concrètes, qui d'ailleurs certaines sont dans vos propositions, mais simplement de se dire, par exemple, et j'étais hier en Bretagne, à Lannion, et j'ai rencontré des équipes qui travaillent sur comment est-ce qu'on crée des IA beaucoup plus économes d'énergie. Parce qu'on n'a peut-être pas besoin de brasser des millions de data pour répondre à où est-ce qu'est Giverny aujourd'hui. L'échec relatif de GPT-5 laisse entendre effectivement que la course à la puissance est peut-être et on pas la solution. En France, et j'échange avec ces chercheurs très régulièrement, je vous dis hier, j'étais à l'ENSAT en Bretagne, il y avait 3 équipes formidables qui travaillent sur ces questions-là, de comment on crée des modèles plus intelligents qui en plus
soit dit en passant, on est avec des entreprises, seront moins chers à utiliser, donc tout le monde est gagnant. Comment est-ce qu'on met de la recherche aussi dans les data centers? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. J'étais avec la patronne de Veolia cette semaine, qui développe une offre sur les data centers, notamment grâce à toutes les technologies de l'eau qu'ils ont développées, pour pouvoir apporter des solutions, parce qu'on parle beaucoup de l'énergie, mais il y a aussi l'eau dans la question de l'IA, des solutions au fait que les data centers se refroidissent. Et tout ça, on a aussi les clés, nous, en France. Donc, si on combine notre volonté politique d'être fort en IA, notre volonté politique de résoudre les problématiques qui pèsent sur cette planète, et notamment celle du numérique, je crois qu'il n'y a pas d'endroit dans le monde où on a autant de talent, autant de volonté pour pouvoir répondre à ces questions-là. Mais pour ça, il ne faut pas perdre du temps, parce que nos amis américains et nos amis chinois, eux, ils ne se posent pas beaucoup de questions, et puis ils y vont très vite. Et là où je reviens aussi dans les recommandations qui ont été données, bien sûr, il y a une question d'éducation. Pourquoi est-ce qu'Elisabeth Borne a annoncé qu'on fait des cours d'IA en 4e et seconde obligatoires dès cette année? Vous avez peut-être des enfants, je suis sûre que la plupart d'entre vous l'utilisent déjà, on le sait. On n'a pas découvert, on ne s'attend pas à ce que les élèves de 4e cette année se disent « Oh, de l'intelligence artificielle, je ne savais pas ce que c'était ». Mais bien parce qu'on veut, dès le plus jeune âge, avoir ces conversations d'éducation sur comment fonctionne l'IA. Est-ce que ça consomme? Comment est-ce qu'on peut aussi apprendre à mieux l'utiliser? Parce qu'un prompt bien fait, c'est moins de prompts, donc moins de consommation d'énergie. Donc bien sûr qu'il y a aussi un enjeu d'éducation sur lequel on est absolument convaincu qu'il nous faut prendre les devants. Et on le fait puisque dès cette rentrée, les choses sont en place pour les enfants. Et pour les entreprises, on aura l'occasion d'en reparler. On va y revenir. Merci beaucoup, Clara Chapas, de ces premiers mots. Alors on va poursuivre le débat peut-être avec vous, Gilles Vermaux-Desroches de Schneider Electric, pour nous donner peut-être à la fois votre sentiment sur les propositions qui ont été faites du point de vue d'une entreprise qui est évidemment très concernée par l'électrification, puisque c'est votre business, et peut-être plus largement votre vision finalement aujourd'hui de la consommation d'électricité à cette ère du numérique, parce que j'allais dire, au risque de choquer, mais moi je suis un peu comme la ministre, je suis accélérationniste. Je pense qu'effectivement la solution au problème va venir de l'accélération des investissements dans l'intelligence artificielle, plutôt que de penser qu'il faut revenir à l'âge de pierre, et qu'aujourd'hui on est dans un moment de progrès dont il faut évidemment maîtriser la réussite. Donc il y a des solutions intelligentes qui vont arriver dans la domotique, on a parlé un peu des mobilités aussi, qui sont probablement évidemment la réponse, à une partie en tout cas de la réponse à la question qui nous est posée. Je vous laisse commencer. Merci beaucoup Philippe. Juste un mot par rapport à la question. Il y a des solutions intelligentes qui vont arriver, il y a des solutions intelligentes qui sont arrivées et qui sont déjà largement en déploiement. Mais qui ne sont pas forcément à l'échelle. Qu'elles permettent de voir toutes celles qui peuvent arriver, c'est sûr. Mais celles d'aujourd'hui sont déjà phénoménales par rapport à ce qu'on a connu il y a moins de 5 ans. Alors décrivons-les un peu. D'accord. D'abord, merci là. Merci d'être là avec vous. Je voudrais juste commencer parce que on est tous un peu artistes en venant à Giverny aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que si chacun d'entre nous, on essayait de dessiner la ville de 2050, je ne vous emmène pas à l'autre bout du monde, elle serait intégralement électrique. Si chacun d'entre nous, on avait à dire, on part de rien, on dessine une ville de demain, elle serait électrique. Et dans votre groupe de travail, je crois qu'il y a les deux sujets qu'il faut tenir. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle générative. C'est un sujet qui m'intéresse. Schneider Electric est à tous les étages. Comment on l'implémente chez nous dans notre mode de production, dans l'organisation de cette entreprise mondiale. Il n'y a pas un data center en France dans lequel il n'y a pas une solution Schneider Electric. Et à peu près la moitié des data centers de la planète. Et dans les 30 projets de data centers de plus de 50 MW français, il y aura probablement un peu de Schneider Electric partout. C'est donc un sujet pour nous central dans notre démarche de R&D et un sujet fort. Et puis le troisième sujet, l'électrification, c'est quand même le sujet des technologies de Schneider Electric. Et on voit bien donc qu'on est là, nous, une boîte moins connue que celles qui sont au pilotage de ce groupe de travail auquel on a participé, mais c'est un sujet central. Donc premier point qui m'a marqué sur les propositions que vous faites,
Une des dernières fois où j'ai parlé de ce sujet avec Clara Chapas, c'était au Conseil social, économique et environnemental, où j'étais rapporteur d'un avis sollicité par le gouvernement qui était intelligence artificielle et environnement, risques et opportunités. Et au fond, il y a une assez grande cohérence. La première remarque qu'on peut avoir, et je vous félicite pour ça, c'est que dès que des acteurs réfléchissent avec de la bonne volonté sur ce sujet pour l'avenir, les propositions sont assez similaires, assez cohérentes, ce qui est dire qu'il faut quand même les mettre en œuvre. Premier point. Deuxième point, on parle beaucoup d'électrification. Alors, il y a plusieurs sujets sur le sujet, parce que l'IA peut favoriser le sujet, mais il y a quelques données qui ne sont pas que dans l'IA. Par exemple, on a tous la conviction qu'on est de plus en plus électrique, et l'Europe n'est pas beaucoup plus électrique depuis quelques années et est plutôt sur un palier. Alors on peut dire que ce palier est lié au fait qu'il y a plus d'efficacité énergétique, il y a plus de décarbonation de l'industrie, etc. Donc on fait beaucoup plus de choses avec le même volume d'électricité. Mais quand même, il y a un sujet. Depuis que je vous entends tout à l'heure, il est question, comme à chaque fois qu'on parle de l'IA, de mettre dans la tête de tout le monde qu'on a là une consommation gigantesque qui va en plus augmenter. Alors si vous me suivez, tout ça est en brouillon pour faire des chiffres clairs. La consommation mondiale d'énergie, c'est 120 000, sous ton contrôle, hein, 120 000 TWh. Dans les 120 000 TWh, c'est-à-dire 10 000 TWh par mois, il y a de 20 à 30 000 TWh électriques, c'est-à-dire 20% de l'énergie mondiale. On peut imaginer qu'à la fin de cette décennie, ça sera 25%. Mondial. Et en Europe, c'est déjà 25, voilà, ouais, en gros. C'est déjà 25, ça sera un peu plus. Mais donc calmons-nous. Hein. Au niveau mondial, déjà, l'électricité, c'est malheureusement qu'un quart. Et pas intégralement renouvelable. Mais par rapport à tout le reste, c'est déjà fabuleux. Dès qu'on parle de numérique, on est évidemment dans la consommation électrique. Et là, aujourd'hui, on dit qu'on est à 2, allons à 5 pour que les plus 5% de la production, ou de la consommation électrique est liée au numérique. Bah, vous ramenez 5% dans les 20% des 100%, ça ne fait pas beaucoup. Et même si ça double, et l'intelligence artificielle, c'est 20% de ça. Donc on a l'électricité, c'est 20% de l'énergie de la planète. Le numérique, c'est 5% de ça. Dans le numérique, l'intelligence artificielle, c'est 20% de ça. Ça peut doubler, ça reste une petite proportion. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut la laisser augmenter. J'ai juste un mot là-dessus, parce que les data centers chinois, ils fonctionnent au charbon. Ouais, ils fonctionnent au charbon. Et les data centers américains, pour partie d'entre eux, ils ne sont pas nucléaires. Ouais, ils fonctionnent à quand Stargate a été annoncé, les 500 ouais. milliards de Donald Trump, donc ça c'est une pierre dans le jardin de c'est Clara pourquoi il faut les Chapaz accueillir. Et de Xavier Ursat. C'est pour ça qu'il faut les accueillir. C'est pour ça qu'il faut les accueillir plutôt en Europe et plutôt en France. Et comme le disait la ministre tout à l'heure, la question de la vitesse est clé. Et les gens qui veulent installer des data centers, c'est maintenant, c'est pas pour dans 5 ans. J'ai une question pour la ministre. On a des réponses à ça. Par ailleurs, ça touche à un autre sujet qui est lié à la souveraineté. Et je suis sûr que les Français seront contents que la plupart des data centers soient en France et que leurs données soient ici et pas ailleurs. C'est pas le sujet du matin. Mais continuons le débat parce qu'on est au cœur du sujet, mais il nous reste que 15 minutes. Le mot qui je vais être très court. Le mot qui manque peut-être, et Chantal l'a utilisé quand on parle de l'électricité et en quoi l'IA générative va être centrale. Le mot qui manque un peu du débat, c'est la flexibilité. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'on doit tous être efficaces. L'efficacité énergétique, c'est vrai, il faut le mettre dans toutes les installations. Évidemment, les data centers, et on peut faire beaucoup de gains à cet endroit-là, mais aussi à la maison, dans le bâtiment, dans l'industrie, etc. Premier point. C'est vrai qu'il faut être sobre. Être sobre, c'est non seulement avoir installé des systèmes d'efficacité, mais les utiliser pour réduire sa consommation énergétique. Donc l'hiver d'il y a 2 ans nous a permis à mêler efficacité énergétique et sobriété, ce qui dans le passé n'était pas si simple que ça parce que les acteurs de l'un et de l'autre étaient un peu en opposition et on voit qu'on peut les mettre les deux ensemble. La flexibilité, sous le contrôle d'Emmanuel Vargon, il y a en gros 1000 heures de pointe en France, il faut être efficace tout le temps, mais il faut être super efficace pendant ces 1000 heures-là parce que c'est à ce moment-là que l'électricité est carbonée. C'est à ce moment-là qu'il faut créer de nouvelles capacités de production pour gérer ces pointes. Moins il y a de pointes, moins il y en aura à créer, et plus on peut. On ne pourra pas
gérer ça, gérer le réseau sans l'IA générative. L'IA générative, elle nous permet dans le transport, vous l'avez dit, dans le bâtiment, on peut l'expliquer, dans l'industrie, d'apprendre à comprendre la résilience des biens, la manière de consommer, la capacité de coopérer. Il existe, pour ceux qui seront spécialistes du sujet aujourd'hui, une méthode qui s'appelle le mesh grid. Alors pas dans notre pays, il y a de l'électricité pour tout le monde, mais dans des pays comme l'Afrique où il n'y a pas d'électricité pour tout le monde, c'est comment on comprend dans un village qui consomme quoi, qu'est-ce qu'il y a dans la batterie de chacun qui a son solar home system, et un système collectif permet de faire de la gouvernance de tout ça, en ayant compris ça, pour que chacun garde la souveraineté de son électricité, mais puisse la partager à son voisin dans des pays où on n'a pas la chance d'avoir EDF. Donc il me semble que c'est clé dans notre esprit que le mot central pour lequel on doit tous travailler, c'est la flexibilité. Sans l'IA, on n'y arrivera pas. Et le deuxième sujet sur lequel il faut tous travailler, c'est mettre la demande au premier niveau de la réflexion. Parce que si on n'électrifie pas tous les usages, on aura beau dire tout ce qu'on veut de ce côté-là, on ne va pas complètement arriver à notre démarche. Et on s'aperçoit que plus on électrifie les usages, plus on met de l'intelligence dans la gestion, on peut créer cette flexibilité parce que beaucoup d'usages peuvent être affalés au moment de la pointe. Et puis quand on a du renouvelable, il y a un certain nombre d'usages qu'on peut accélérer à ce moment-là pour que d'autres moments, ils consomment moins. Donc on voit bien qu'on a en même temps un intérêt économique parce qu'en réduisant ça et par la flexibilité, en ayant une consommation plus harmonieuse, on ne sera pas obligé d'augmenter drastiquement la production. Deuxièmement, les data centers, dans notre pays, on vient de le dire, consommateurs, on l'a dit, mais quand c'est de l'électricité et que c'est ici, ça a moins de conséquences que quand c'est en Chine ou aux États-Unis, viennent nous aider sur ce sujet-là. On pourrait même rajouter, et ça c'est des brevets Schneider Electric, on y travaille d'ailleurs avec EDF à Marcoussis dans un data center particulier, qu'on réfléchit à comment les data centers permettent justement de contribuer eux-mêmes à la flexibilité dans leur propre fonctionnement et puis évidemment de réduire leur consommation. Ça, c'est un sujet clé dans lequel on est vraiment très engagé. Bon, on nous pose plein de questions super intéressantes. Alors je dirais, pour être plus interactif avec vous, j'en avais plein d'autres, mais on va d'abord les prendre. Alors peut-être sur ce sujet des solutions d'IA accessibles et faciles à utiliser pour optimiser l'électrification de la flotte d'une entreprise, existent-elles déjà? Je ne sais pas qui a cette... Allez-y, vous avez un micro. Ouais, je vais dire à mon voisin. Non, enfin... Il existe des solutions. Nous, ce qu'on voit beaucoup sur l'adoption de l'IA générative dans les entreprises, c'est très très fort dans les grandes entreprises. Et j'ai un collègue qui me disait que là, cet été, c'était un véritable tsunami. Par contre, il y a un vrai décrochage avec les plus petites entreprises et les PME. Donc la proposition, notamment sur le fameux hub des données de mobilité avec la couche d'IA générative supplémentaire, c'est justement pour rendre ces solutions accessibles à tout le monde et les mettre à disposition de tout le monde et de permettre cette massification des solutions d'IA générative. Et je pense qu'en fait, on a très très peu parlé de ce que tu disais, c'est-à-dire tous les avantages de l'IA générative, en quoi c'est vraiment une solution. La question de la flexibilité est vraiment majeure et on l'a bien mise au cœur des... Voilà. Oui. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, juste, on va prendre les autres questions, mais quand même, je vais rester sur mon fil, les pieds dans le plat sur un sujet social. Aujourd'hui, on n'échappe pas à cette question du pouvoir d'achat. Le prix de l'électricité est un des prix les plus politiques, presque autant, voire plus que le prix de l'essence demain, surtout si on électrifie tout. Et donc j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ces sujets d'éducation et de formation effectivement à la sobriété, aux usages, et des solutions intelligentes pour les gens qu'on va inciter à avoir une voiture électrique ou un chauffage électrique, est-ce que ce n'est pas absolument crucial pour l'avenir? Et alors, j'allais dire peut-être d'abord à EDF, puisque vous, évidemment, vous vendez de l'électricité, mais si elle est trop chère, ça va être un énorme problème. On commence à voir aujourd'hui poindre, j'allais dire, les gilets jaunes de l'électricité de demain. Oui, non, la question du coût, j'en ai parlé tout à l'heure dans les propositions, hein, la question de la capacité des citoyens à accéder en fait à l'énergie et donc du coût de cette énergie est un point absolument clé. Donc l'éducation
Donc on a les efforts à faire du côté des énergéticiens pour rendre le système le plus compétitif possible. Et là, Gilles a raison, l'IA va nous aider. Mais la question de la formation des citoyens, des utilisateurs, en fait, à la façon d'utiliser l'énergie et à la façon de mieux l'utiliser est clé. Et là-dessus, d'économiser l'énergie. Exactement. Et la nouvelle chasse au gaspillage grâce à l'IA. Là-dessus, l'électrification est aussi un atout, parce que l'électricité est une énergie qui se gère bien, qu'on peut compter, qu'on peut décaler. On peut donner des consignes. Voilà, on peut donner des consignes à ces équipements. En général, quand on veut faire une lessive, on est intéressé qu'elle soit faite pour dans la nuit ou pour demain matin, mais on n'est pas forcément intéressé pour que la machine démarre instantanément. En tout cas, on peut s'organiser pour ça. On a plein de solutions. Donc c'est une énergie qui se gère bien. On le voit, les sites, je vais parler de celui d'EDF, mais EDF et moi, mais nos concurrents en ont aussi, qui permettent aux Français de mieux comprendre leur consommation d'électricité, sont des sites ultra utilisés. Donc il y a la preuve que la sensibilité au prix est en train de devenir un sujet majeur. Voilà. Et donc il faut bien expliquer tout ça. Donc il y a une question de formation. Et dans les propositions qu'on fait, la troisième proposition que je citais tout à l'heure, qui est en fait 6e dans l'ensemble, elle est tournée vers justement, à la fois il y a la question de la formation qu'a expliqué Chantal et la question de l'IA générative pour aider le citoyen à mieux gérer son électricité. Je reviens vers vous, Clara Chapaz. Alors, il y a beaucoup de questions sur les data centers, à la fois sur l'utilisation des data centers pour la chaleur fatale dans les villes. Bon, effectivement, vrai sujet. Beaucoup de questions aussi sur notre réelle capacité à attirer tous ces investissements au détriment des autres. Donc, vous qui observez donc, ce plan de 109 milliards qui a été annoncé, je vous voyais il y a quelques jours à la REF, vous étiez avec Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, il va avoir des centrales nucléaires. Il est l'un avec la Normandie, les premiers chantiers des nouveaux EPR. Donc, vous avez vu partir un peu discuter tous les deux. Est-ce que dans cette course de vitesse que vous avez vraiment dit, aujourd'hui, ça se joue effectivement de façon cruciale? Quand vous parlez à un président de région comme lui ou quelques autres, c'est pas pour donner que cet exemple, vous sentez qu'il est possible aujourd'hui de couvrir la France de data centers comme on en a l'intention? Peut-être, je vais répondre à cette question de la possibilité, parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore employé, c'est le mot acceptabilité. Et je pense qu'il est clé dans la question qui nous occupe, parce que si on veut pouvoir faire tout ce qu'on veut faire de formidable avec l'IA, y compris ce qu'on peut faire sur la consommation énergétique et la meilleure flexibilité de l'électricité, il y a cette question de l'accessibilité des data centers. Mais je trouve qu'on a quand même, on a parlé de la responsabilité des citoyens, le fait de leur donner les outils. Je veux quand même remettre, avant de revenir sur votre question, un tout petit peu de lumière sur ce que les entreprises peuvent faire grâce à l'IA sur cette question-là. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce que l'IA fait de mal, l'impact, etc. Mais j'étais aussi cette semaine à Flins avec les ministres Lombard, Ferracci et Prima, chez Renault. Et Renault, c'est une entreprise qui a complètement digitalisé toutes ses usines dans le monde entier. Donc on rentre à Flins dans une salle où on voit l'intégralité des usines dans le monde entier, toutes les machines, et qui a fait un travail énorme sur ces données. Donc je vous rejoins sur le fait de toujours retravailler les données, de les mettre à disposition, et qui, grâce à ce travail de ces données, la mise en collaboration de toutes les données, aujourd'hui arrive à réduire sa consommation énergétique grâce à de la flexibilité, du pilotage que vous accompagnez dans ces usines de 10 à 15%. C'est énorme. Et là, c'est l'outil que l'IA peut apporter. C'est une source d'espoir, en fait, que vous décrivez sur l'impact. Mais donc, pour revenir sur la question des data centers, on sait tous que si on veut que l'IA puisse permettre ça, il faut d'abord que l'IA puisse être. Et pour qu'elle puisse être, il faut pouvoir l'entraîner. Et donc, il faut les data centers. Et là, je reviens à ce mot acceptabilité. Pourquoi ? Parce que c'est une course qui va à toute vitesse. Ça, on est d'accord. Les 109 milliards, les investisseurs, aujourd'hui, ils ont envie que leur data center voit le jour, parce que chaque mois qui passe où le data center n'est pas là, c'est un mois où ils ne peuvent pas commercialiser. Il y a beaucoup d'entreprises dans la salle. Vous savez qu'à un moment, si on fait des gros investissements, on a besoin aussi derrière d'en retirer les bénéfices. Et donc, il y a la question qui a été soulevée tout à l'heure sur la simplification. Et là, ma réponse sera la même, c'est-à-dire que chaque jour qui passe où, en tant que responsable politique, on ne se met pas d'accord sur le fait qu'on n'est pas tous d'accord, puisque l'Assemblée est le reflet de ce que veulent les Français aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a différents groupes, et on retarde ces projets-là qui sont fondamentaux, parce que dans le projet de loi simplification, il pourrait y avoir consensus. Dans le projet de loi simplification, par exemple, il y a, sans rentrer dans trop de techniques, mais un abonnement qui nous permet de gagner du temps sur l'installation des data centers, et c'est extrêmement important pour que ces projets-là aillent au bout. Ça, c'est ce que peut faire l'État.
Et puis après, il y a ce que peuvent faire, et c'est en effet pour ça que j'ai discuté avec Xavier Bertrand, ce que peuvent faire et doivent faire tous les échelons, notamment les collectivités locales. Parce que même si on a les meilleures lois qui nous permettent d'appuyer sur le bouton et d'installer le data center très rapidement, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous ici qui sont dans des collectivités qui ont le projet d'accueillir des data centers, il y a beaucoup de questions. Moi, il n'y a pas un endroit où les préfets ne m'alertent pas sur le fait que ce soit à Marseille, que ce soit dans les Hauts-de-France, que ce soit dans la région Grand Est, les citoyens sont inquiets de l'arrivée de ces data centers. Parce que ça prend de la place. C'est la question des ressources qui est posée, les ressources en eau aussi. Les ressources en eau. Est-ce que ça fait vraiment de l'emploi? Et là, je crois qu'il faut à nouveau recréer du dialogue. C'est la solution à beaucoup de choses dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et dans le monde politique et le moment politique dans lequel on vit. Et par exemple, à Meudon, la députée Prisca Thévenot nous disait qu'il y a eu tout un projet de fait avec la collectivité, de sorte que le data center de Meudon est à la fois des panneaux solaires pour pouvoir s'assurer qu'il y a aussi cet aspect-là qui est pensé, de la redistribution de chaleur fatale pour s'assurer que ça puisse aussi redonner de l'énergie à la collectivité, tout un projet avec les universités, avec les centres de recherche pour qu'une partie de la capacité de calcul soit dédiée aux chercheurs. En fait, il faut penser ces projets-là non pas comme un gros bloc sur un terrain de béton, mais comme le temps passe, je vous entends, j'ai envie de poser la question à l'ancienne un outil pour le territoire. Du débat public qui a été Chantal Joanneau, parce que vous avez travaillé sur ces sujets d'acceptabilité. Chantal, non mais j'ai souvenir de, oui, toc, passage de raquette, voilà. Non, qu'est-ce que vous en pensez de l'acceptabilité? Et il y a une petite question pour Xavier Ursat, si on a 5 minutes, c'est assez méchante qui gratte. RTE retarde l'installation des data centers en France. Comment lever ce blocage? Mais on va d'abord entendre Chantal. La question de l'acceptabilité, elle est clé, elle est complètement liée à la proposition qu'on a fait sur l'éducation et enfin sur la formation. Parce que effectivement, l'IA générative, ça peut être une catastrophe si on n'accompagne pas ça par une formation et notamment par la formation des salariés, des personnes qui vont être touchées. Il y a les jeunes là aujourd'hui, mais là il y a des personnes qui sont touchées aujourd'hui. Il y a des chiffres très importants. Vous demandiez est-ce que ça va créer des emplois. Il y a un rapport du World Economic Forum qui vient d'être publié sur le sujet. Les chiffres, ils sont énormes. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2030, c'est 5 ans. OK, alors je les reprends. Il y a 92 millions d'emplois qui vont être détruits. Il y en a 170 millions qui vont être créés. Mais il y a surtout tous les emplois qui vont être changés. Et c'est là où il faut accompagner les personnes pour qu'elles voient les bénéfices de l'IA générative. Quand on accompagne les personnes, on le voit dans toutes les entreprises qu'on accompagne, elles voient l'intérêt. Ça rend leur travail beaucoup plus intéressant. Mais pour ça, il faut dépenser au moins autant en formation qu'en technologie. L'un ne va pas sans l'autre. Donc cette question, évidemment j'ai fait beaucoup de politique, donc j'arrive à ne pas répondre complètement à votre question et à dire ce que j'ai envie de dire. C'est tout à fait normal, cher Chantal. C'est la règle du jeu. Mais pour moi les deux sont liés, c'est-à-dire que si on montre, là on a beaucoup parlé des problèmes, nous on veut parler des solutions, on veut parler du fait que c'est un énorme avantage. On ne réussira pas la transition énergétique sans l'IA générative. Je crois que c'était le but de cette table ronde que de s'en convaincre. Peut-être, alors il reste 1 minute. Vous voulez répondre à la question sur RTE Je réponds à 2 questions, mais très vite. Est-ce qu'on a vraiment la capacité d'accueillir les data centers US et Chine en France avec une électricité décarbonée? Alors oui, pas tous les data centers, mais ce n'est pas la question qui nous est posée. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, la France est assez riche en électricité. On va quand même se le dire comme ça. On a exporté l'année dernière l'équivalent... Il y a un petit plan d'investissement dans le nucléaire. Oui, et en renouvelable. On a exporté l'année dernière l'équivalent de la consommation de la Belgique en France. Et on consomme actuellement en France ce qu'on consommait il y a 20 ans, en gros. On le doit à des très bonnes nouvelles, la sobriété, l'efficacité. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Et donc là, on peut y aller. On peut le faire. Et ensuite, RTE retarde l'installation des data centers. C'est comme ça que la question est posée, je la lis. Bon, je ne le dirai pas comme ça. Mais je dirais forcément, quand on veut installer un data center et qu'il faut une ligne très haute tension pour l'alimenter, il y a un délai de raccordement. Donc comment on contourne ça? Il faudra en raccorder, mais comment on contourne ça? Par exemple, à EDF, et d'autres peuvent le faire, on a identifié des terrains qui sont des anciens terrains industriels, donc on n'a pas d'artificialisation, qui sont déjà connectés au réseau de transport, qui sont proches des facilités d'alimentation en eau, etc., qui sont dans des zones industrielles, donc ça veut dire que l'acceptabilité est favorisée. Et en fait, on a fait un appel à manifestation d'intérêt pour plusieurs terrains, jusqu'à 2 gigawatts de consommation. On vient déjà d'attribuer à 2 porteurs de data centers ces terrains. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir construire les data centers en 2-3 ans et être opérationnels sous 2 ans. Là où ailleurs, évidemment, il leur faudrait plutôt 5 ans, 6 ans, le temps de faire toutes les démarches qui sont nécessaires. Donc oui, on peut accélérer.